Salam alaikum les amis, dans cet épisode on vous emmène en croisière, descendre le Nil sur le Neferu Ra, qui pourrait se traduire par la perfection de Ra. Cette embarcation traditionnelle est une dahabeya. C'est un bateau de prestige qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle, d'abord essentiellement utilisé par les pachas et dignitaires ottomans. Les dahabeyas serviront rapidement aux explorateurs, écrivains et aristocrates européens pour leur faire découvrir le Nil lentement, au rythme du vent. Le bateau dispose de deux ponts, le pont du bas, servant plutôt à l'équipage, notamment pour toutes les manœuvres, l'autre pont étant pour les passagers, et c'est là que nous prendrons nos repas et passerons le plus clair de notre temps. L'intérieur, quant à lui, incarne une certaine époque, on se croit dans un roman d'Agatha Christie, mais il ne manque absolument rien à notre confort. D'autant plus que nous aurons le privilège d'être les seuls passagers de cette croisière, mais bien entourés de tout un équipage dont les personnages centraux seront le cuisinier et le pilote. Nous sommes aussi accompagnés par Mossalam, notre guide égyptien, qui nous promènera à chacune de nos escales. Mais sans descendre du bateau, le spectacle est tout autour de nous. Depuis le fleuve, nous verrons beaucoup de scènes qui se répéteront. Les hommes et le bétail qui viennent se rafraîchir, les garçons sur leur mule ou sur leur moto pick-up qui longe le fleuve, les multiples felouks des pêcheurs qui passent de rive en rive, les radeaux portant les cultures que l'eau du Nil rend possible, et parfois on distinguera même un signe de modernité qui nous rappellera la réalité, mais dans l'ensemble, cette croisière nous transporte vers un autre siècle. Nous ferons plusieurs stops pour découvrir tout simplement la vie le long du Nil. L'agriculture est évidemment la première des préoccupations, et nous sommes loin des grands champs de monoculture à la française. Tous ces lopins de terre sont exploités, on y mélange des palmiers dattiers avec du tournesol, du blé avec des bananiers. Ici, tout pousse, car l'eau ne manque pas, notamment grâce à un labyrinthe de canaux qui irrigue le sol et qui abreuve le bétail. Un bétail omniprésent, visible partout sur les rives. On réalise à quel point l'Égypte est dépendante de son fleuve sacré. Mossalam nous emmènera découvrir les carrières de Jebel el-Silsilé. De cette carrière seront extraites les pierres qui ont servi à bâtir la plupart des temples égyptiens, du moins en partie. Karnak, Luxor, Edfou, tous ces temples bénéficieront de cette source de grès, facile à extraire et à transporter par le Nil. En revanche, les conditions de travail étaient dantesques. Le soleil tapant sur ces pierres transformait le lieu en véritable four, poussant les ouvriers à inventer l'ancêtre de la climatisation. Ces salles troglodytes, creusées à même la falaise et positionnées au ras du Nil, profitaient de la légère brise ambiante et de la température du fleuve pour proposer une oasis de fraîcheur aux travailleurs de la carrière. Et ça marche sacrément bien. Nous laissons la chaleur étouffante de la carrière derrière nous pour continuer notre route. Nous croiserons quelques gros bateaux de croisière et pour rien au monde, nous troquerions notre dahabeya pour cet autobus des mers. Surtout lorsque notre cuisinier nous prépare, rien que pour nous, un barbecue pour notre dîner. Le lendemain, nous ferons escale à Komombo et après une course-poursuite digne des meilleurs James Bond avec ses tuk-tuk locaux, nous arrivons au marché des bestiaux. Ici règne un bazar animal que j'ai du mal à vous décrire. On y vient pour vendre et acheter des bêtes, principalement des vaches, des chèvres ou des moutons. On y verra aussi quelques dromadaires à qui on a attaché une patte pour éviter qu'ils se carapatent. Et une fois vendus, les animaux sont gentiment invités à grimper dans le pick-up de l'acheteur, tandis que d'autres moins chanceux seront dépecés sur place et leur peau sera laissée négligemment devant cette boucherie à ciel ouvert. Komombo est aussi connu pour son temple que nous visiterons assez rapidement, car compte tenu de ce que nous avons visité à Luxor, ce temple ne nous impressionne pas plus que ça, mais reste intéressant car il présente des traces de la conquête d'Alexandre le Grand et le couronnement de l'un de ses généraux qui deviendra Ptolémée Ier, dont Cléopâtre sera la dernière descendante.
Cela permettra aussi à Théo de montrer sa montée en compétence en égyptologie. Et le rond symbolise jour. Donc là, c'est jour 22, jour 23, jour 24, jour 25, jour 26, et cetera. Roi. Checkmate. La guerre, oui. Accord. Oui. Roi. Vas-y. Accord. Ouais. Et un roi. Le prochain stop à Komombo sera pour le musée du crocodile. Car si le crocodile a complètement disparu du nord de l'Égypte, il reste présent en amont du barrage d'Assouan, c'est-à-dire sur les rives du lac Nasser. Et le crocodile reste un symbole indissociable du Nil. À la fois craint et vénéré, ils ont même leur propre dieu, Sobek, considéré comme redoutable mais bienveillant, notamment sur les récoltes. Le crocodile était donc sacré et même parfois momifié. Et pour finir notre tour de Komombo, nous ferons un saut pour visiter son marché. Avant de retrouver notre équipage qui semble, à chaque mouillage, retrouver leur âme d'enfance. Et ça fait franchement plaisir à voir. En plus, ce soir, c'est notre dernier soir à bord et nous terminons cette croisière hors du temps par une soirée musicale et dansante. Arthur et Théo y seront invités mais modérément motivés à participer, mais l'ambiance était très sympa. Nous quittons donc notre Daabeya définitivement pour sauter dans une embarcation à moteur qui nous conduira au magnifique temple de Philae, installé sur une petite île du Nil à quelques centaines de mètres de l'imposant barrage d'Assouan. D'ailleurs, ce temple n'est pas à son emplacement d'origine. Il a été déplacé pierre après pierre au moment de la construction du barrage dans les années 60. Le temple Philae est dédié à Isis et fut l'un des derniers lieux de culte de l'Égypte antique encore en activité. Son environnement, le fait qu'il soit bâti sur une île, lui procure une ambiance à part. Et l'autre particularité du temple, à part la présence de ces quelques chats, restent les traces laissées par les troupes napoléoniennes, qui n'hésiteront pas à graver dans la pierre un témoignage de leur passage. Nous nous dirigerons ensuite vers le cœur d'Assouan, visiter son souk, organisé autour d'une rue piétonne, et qui paraît plutôt moderne comparé aux derniers jours que nous avons vécus. Dans l'après-midi, nous mettons cap vers le sud, de l'autre côté du gigantesque lac Nasser, soit à un peu plus de 3 heures de route, pour y découvrir l'iconique temple d'Abou Simbel. Tout comme Philae, Abou Simbel a été déplacé pour ne pas être submergé par les eaux du lac Nasser après la création du barrage d'Assouan. Mais lorsque nous arrivons à notre hôtel, nous réalisons l'autre histoire du barrage, car la montée des eaux a noyé le territoire du peuple nubien, qui a dû fuir ses terres et s'installer un peu partout. C'est le cas du propriétaire de cet hôtel à l'architecture typiquement nubienne. Donc la construction du barrage aura engrangé son lot de victimes collatérales, et on ne peut pas s'émerveiller du chantier titanesque pour sauver le temple d'Abou Simbel sans avoir une pensée pour toutes ces familles nubiennes exilées. Le site d'Abou Simbel est à la gloire de Ramsès II et est organisé autour de 2 temples séparés. Le grand temple est dédié à Ramsès II. Sa façade monumentale est dominée par 4 statues colossales du pharaon assis, incarnant sa puissance et son caractère divin. À l'intérieur, le temple célèbre ses victoires militaires et son rôle de souverain choisi par les dieux. Et quelques mètres plus loin, on trouve le petit temple, consacré à la reine Néfertari, principale épouse de Ramsès II. Et fait exceptionnel, les statues de la reine y sont de la même taille que celles du pharaon, signe d'un statut unique et témoignage que Ramsès II devait un peu empincer pour Néfertari. Et ces 2 temples sont le théâtre d'un son et lumière réputé. Mais lorsque nous essaierons de prendre les billets, il nous sera signifié que le son et lumière ne peut être lancé qu'à partir de 5 spectateurs et nous ne sommes que 4. Incroyable mais vrai. Ce spectacle est mondialement connu, mais nous serons que 4 ce soir à en profiter. Car évidemment,
nous achèterons une 5e place et c'est dans un amphithéâtre privatisé que nous assisterons à ce son et lumière. On aura même le privilège de choisir la langue dans laquelle le show aura lieu. Bon, le spectacle n'a franchement rien d'exceptionnel dans sa qualité de réalisation, mais les conditions privilégiées de quasi-chef d'État ont rendu l'expérience magique. Et c'est ce son et lumière qui clôturera notre découverte de ce pays fascinant, à l'histoire unique au monde, et qui nous laissera un souvenir indélébile. Nous avons eu la chance inouïe de découvrir l'Égypte sans touristes. Tous les sites étaient complètement déserts, personne, nulle part, ce qui est un drame pour tous ceux qui vivent du tourisme, et Dieu sait s'il y en a, mais un privilège très égoïste pour nous. Nous ne reverrons probablement jamais l'Égypte dans ces conditions, je ne le souhaite pas aux Égyptiens, mais nous avons pu en profiter pleinement. Il est maintenant venu le moment de visiter le pays de celui qui a mis fin à l'Égypte pharaonique, le pays d'Alexandre le Grand, mais aussi le pays de Cléopâtre. Nous nous envolons pour Athènes découvrir un autre pays qui aura marqué l'Antiquité. Nous partons explorer la Grèce. Alors abonnez-vous, likez cette vidéo si vous l'avez aimée, et on se retrouve très vite de l'autre côté de la Méditerranée.